Bienvenue sur le board. J'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo, je me consacrais à la préparation du tournoi de Beaulieu où j'étais la semaine dernière. Voilà, alors ma performance personnelle n'a pas été extraordinaire, mais c'était un tournoi très sympathique, très bien organisé, voilà, je pense que j'y retournerai l'année prochaine avec, je l'espère, de meilleurs résultats. Voilà, petit coup de pub pour l'équipe de Patricia, voilà, Arda, Julie, tout ça fait pas de mal. Après avoir été éliminé du tableau principal par mon coéquipier Alain Babillon, trop en forme, je me retrouve dans le Second Chance, donc le circuit de repêchage, face à Jan Jakobovic. Alors Jan Jakobovic, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement le tenant du titre, enfin c'était le tenant du titre, qui avait gagné donc Beaulieu en 2022. Et c'est un joueur assez fort, avec un style assez agressif, assez complexe. Et on a fait un match de folie. On a fait un match avec comme vous allez le voir, avec des positions extrêmement complexes dans pratiquement toutes les parties. Et beaucoup de décisions difficiles, enfin. Tout ce dont on peut rêver. Et j'ai donc décidé de vous le partager dans ce format donc, qui m'a été particulièrement redemandé, d'analyse au coup par coup de l'intégralité d'un match. Alors sans plus tarder, on va regarder ce match. Donc un match en 9, et mon adversaire ouvre par 2 et As. Donc il slot, fidèle à son style agressif. Les deux coups sont à peu près équivalents. C'est vraiment une question de style pour le coup. Je tire 5-2, je joue au point 22, ce qui est tout à fait correct. 4-3, il ferme le point, et il va au point 20. Par élimination, il n'y a pas beaucoup d'autres 4, une fois qu'on a compris que le 3 était obligé. 6 As, je fais le point 7. 3 As, il ancre. 3-2, je dois ancrer aussi, et j'ai pas d'autre 3 raisonnable, on va dire, que d'aller au point 3. Double 2, c'est déjà une petite décision. Il pourrait très bien faire le point 4, mais il juge très correctement que le point 9 est important, parce qu'il est à 6 du point 3, et donc ça contribue évidemment à m'enfermer, à me primer. Le point 3 est un point peu faiblard qui a souvent du mal à s'extraire d'une prime, qui peut être primé en fait, contrairement au point 20 et au point 21 qui ont plus de mal à être primés. Et double 1, je résous le problème, les deux premiers As sont clairs, et les deux derniers, on crée le moins de dégâts possible dans notre position. Et donc on passe notre ancre au point 21, petite amélioration. 5-4, il descend de pion. 2 As, je fais un petit peu ce que je peux. Pareil, c'est par élimination le coup qui peut créer le moins de dégâts. 6-2. Voilà, c'est un coup un peu complexe, un peu difficile. Mon adversaire a décidé de quitter l'ancre, ce qui est apparemment une petite erreur. Se disant, il y a 2 blottes de pions qui traînent dans le camp adverse. Je suis pas mal à la course, et par conséquent, à 13 points d'avance après le jeu. Et par conséquent, j'en profite. Mais bon, c'est apparemment une petite erreur, il fallait jouer tout simplement au point 3. 5-2, alors évidemment, moi je suis en retard à la course, réciproquement. Et donc, frapper est presque obligatoire, du moment que je peux couvrir un des 2 pions, en tout cas. Et donc, c'est ce que je fais. Double 4. Il décide de sortir, de faire le point 2, et bon. Il n'y a pas 36 coups avec le 3e 4. Le 4e 4, pardon. 5-3. Ne sachant que faire, je ferme mon point. On aurait pu envisager d'attaquer au point 4 avec le 3 dans cette position. Mais c'est un petit peu exagéré. Ça laisse vraiment beaucoup de choses. Et compte tenu de la course, mon jeu en ayant simplement le point 21 est pas si désespéré que je sois obligé d'adopter ce type de mesure, si vous voulez. Si j'avais eu un retard à la course plus important, j'aurais pu jouer ça. Mais là, je me contente de jouer le coup donc simple, fermant le point 3. Et gardant mon point 21, j'ai que 3 points de retard à la course après le jet, c'est pas une catastrophe. Et peut-être
une chose importante à comprendre, c'est que c'est pas si évident de mettre tous les pions à l'abri. Il n'est pas du tout obligé de faire un 5 ou quelque chose de cet ordre-là. Donc, il est tout à fait possible qu'il ne fasse rien de très bon et que je lui tombe dessus un peu plus efficacement et de manière un peu moins risquée au prochain coup. Donc 11-3, c'est important de savoir jouer ce genre de coup un peu structurel, même quand on est un peu moins bien. Et il tire double 6. Alors double 6, il met tous ses pions en sécurité, sauf celui-là qui peut pas mettre en sécurité, hein. Et donc il me laisse la frappe en 6, et si je frappe pas, il aura une avance énorme à la course, et la partie entre les mains. Alors je tire 6-3, et là, bon, le 6 est évidemment clair, on doit frapper, et on a une décision avec le 3. Il y a plusieurs idées. On peut s'extraire de cette petite prime de 4, trouée, en jouant le 3 au point 18. C'est probablement le coup le plus naturel, celui que la plupart des joueurs joueraient sans réfléchir. On peut descendre un constructeur au point 10, pour essayer de faire les points 5 et 4, au prix de double 5, bon, qui était déjà très fort, on peut ne pas le compter, et surtout de 4-6, comme frappe. Ou alors on peut jouer au point 12, de manière un peu passive, en se disant qu'on reste au fond pour la duplication des 5 et des 4. Bon. Ça, c'est cette dernière option que j'ai choisie et c'est une erreur. Hein. Je sais pas très bien comment j'ai pris cette décision, mais c'est pas très bien joué. Le coup naturel de s'extraire était meilleur. Hein, et l'alternative de descendre au point 10 était le meilleur coup d'après l'ordinateur. L'argument de la duplication est un peu spécieux en fait, parce que c'est pas du tout la question. La question, c'est que il risque de rentrer. Et après, j'aurais du mal à extraire mon pion de cette prime de 4. Donc la question, c'est pas au prochain coup qu'est-ce qui se passe, c'est pas une question de tactique, c'est une question stratégique de comment je vais extraire ce pion à moyen terme. Voilà, donc une erreur de ma part. Alors, mon adversaire tire 5 et 4. Donc, il rentre et il ferme son point. Et je suis confronté au problème que je viens de décrire. Je ne me félicite pas. Je tire 2 et As. Je fais le pick and pass sans enthousiasme, mais faisant de nécessité vertu. Car il faut bien faire diversion, parce que sinon il va soit sortir, il est toujours en avance à la course, soit peut-être pire, m'attaquer au point 4. Hein, ce qui serait très grave. Donc je fais le pick and pass. Il fait gala. On est chanceux. Je tire 5 et 2. Bon, c'est évidemment beaucoup trop tôt pour doubler. Hein. Il faut encore extraire ce pion. On n'a même pas l'avance à la course. Donc on garde la tête sur les épaules. Donc 5 et 2, on amène le constructeur au point 6. Vous remarquez qu'on n'arrive toujours pas à extraire notre pion. Hein. Il tire 4 et 3. Donc il sort et il amène un constructeur. Je suis toujours en danger. 4 et 2. Alors 4 et 2, on est quand même content de faire le point sur sa tête, évidemment. Et il tire 2 et As, comme pour me punir, attaquant au point 4. Et je fais gala. On n'est jamais content dans ce genre de moment quand on sait que le vidéo va partir et on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Alors, le vidéo part, il double, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est le type de position qui est extrêmement difficile à analyser froidement et dont il est difficile de quantifier en fait les divers éléments. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui passeraient sans trop réfléchir en disant il y a beaucoup de gammon, j'ai trop peur. Quelques autres qui se diraient je passe jamais, j'ai une prime de 5. Et évidemment, l'idéal c'est au cas par cas comprendre ce qui se passe, mais c'est pas facile. Alors, on va commencer par dire une chose, c'est que il est évident qu'il y a beaucoup de gammon. De l'autre côté, il est assez évident aussi que j'ai un contre-jeu important. Parce que ce pion n'est pas encore sorti. Quand bien même il ferme, la partie n'est pas finie. Et par conséquent, j'aurai pas mal de jeux. Surtout si on considère qu'il n'est pas forcé de fermer. Alors, premier élément un peu quantitatif sur lequel on peut s'appuyer,
il y a 26G qui ferment le point. Hein. Les 4, les 5, ça fait 20. 3, 1, double 2, double As, 24. Plus 3, 2, 26. Ok. Ça veut dire qu'il y a 10G qui ferment pas. Hein. Et quand ils ferment pas, il suffit de faire un 4. Il suffit, façon de parler. Mais en tout cas, j'ai le droit de faire un 4, ou un 3, ou des choses comme ça. Et le vidéo risque de repartir. Ça fait au moins un 9e des scénarios où je renvoie le cube assez rapidement et où je m'en sors. Maintenant, même s'il ferme, on peut considérer que je peux faire un As et la position est absolument pas désespérée. Hein. Il a une prime de 5, j'ai une prime de 5. Bon, la sienne est un peu plus jolie, certes, mais rien n'est terminé. On remarque aussi qu'il y a une duplication des 4. Donc, il n'y a pas de joker en plus des G qui ferment, hein, puisque les 4 qui ferment le point 4 sont aussi des 4 qui sortent. Hein. Donc, ça rajoute pas de choses là-dedans. Bon. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'intéressant? On peut essayer d'évaluer le timing, c'est-à-dire le temps que les noirs peuvent encaisser, le nombre de coups que les noirs peuvent encaisser sans tirer de 4 après avoir fermé, on va le dire comme ça. Bon, il y a une réserve de timing qui existe, d'autant plus que quand il rentre les pions, il a tué les 6, c'est une donnée importante, mais qui est pas non plus infinie. On se dit, s'il tire un double 5, il est déjà presque à court. Hein. Voilà. Ça, c'est un élément qui joue un peu en faveur du take. De notre côté, il y a 3 pions qui traînent, donc plus celui à la barre, donc potentiellement 4 hommes à la barre. Hein. Alors, les gens réussissent rarement à attraper tous les pions, hein, parce que une fois qu'il est par là, il attrape rarement ces deux-là à la fois. Bon, mais on peut dire qu'avoir 3 hommes à la barre, ça va arriver assez souvent, et on peut avoir 4 hommes à la barre. Bon, donc il y a pas mal de gammon, dans le sens où s'il arrive à fermer plus à s'extraire, le gammon sera quelque chose d'assez fréquent. Cependant, j'ai aussi le temps de tirer un As pour m'en sortir. Si je tire un As, à quel point ma position est-elle forte? C'est compliqué parce que avec ce pion au point de 3, c'est un gros défaut dans ma position, j'ai du mal à reconstruire le point 5 en cas de besoin, ou à attaquer au point 5 s'il vient par là. Bon, ça c'est des choses qui peuvent paraître de l'ordre du détail, mais qui sont pas si anodines que ça. Alors on pourrait rajouter quelques considérations théoriques, un peu mathématiques sur ce type de situation. Mais je pense que ça rallongerait inutilement la vidéo, et puis en pratique il y a quand même beaucoup de feeling, hein, même si un bon bagage théorique est pas de trop. Alors, pour toutes les considérations mathématiques là-dessus, sur le take dans des positions avec beaucoup de gammon, je vous renvoie au bouquin de Dirk Schiman, Theory of Backgammon, que voici, qui explique très bien à quel pourcentage de trucs il faut faire quoi. Hein, mais bon, en réalité, la grosse difficulté, c'est d'estimer précisément tout ça. Bon. Alors, sans plus vous faire patienter, je vais vous donner la réponse. J'ai fini par prendre. Et ça s'avère être une grosse erreur. Donc une erreur à 0,138 d'après Extreme Gammon. Alors, non pas que je vais me justifier, mais pensez-vous que ce soit une décision évidente? Pensez-vous qu'il fallait passer de manière très claire? Donc, pour ceux qui penseraient que c'est une décision facile, ou en tout cas claire, voici la position. Mais imaginez qu'on modifie un petit détail. Donc là, on est à un clair pass, donc seulement 32% de chance de gain, 34% de gammon, 7% pour nous. Voilà les chiffres qu'il faut retenir. Bon. Et ces 2% de chance de backgammon ne sont pas totalement anodines en fait dans l'équation. Ok, je planque ce pion. Change rien. Hein. Maintenant, on a un take.
Bon, ok, j'ai drastiquement réduit le gammon. C'est malhonnête. Bon, améliorons juste ce pion, dont on pense qu'il a peut-être pas trop d'importance. Hein. Nous obtenons encore un take. Intéressant. Bon. Faisons des modifications qui vont rien changer. Par exemple, j'enlève ce point et je le mets là. Voilà, c'est peut-être même pire, j'ai même plus la duplication des 4. Eh bien, nous avons de nouveau un take. Alors pourquoi le point 5 est tellement meilleur que le point 4 ? C'est principalement, je crois, une histoire de timing. Une fois qu'il a fermé, les doubles 4, et les 4 d'une manière générale, mais particulièrement les doubles 4, vont s'avérer assez coûteux pour lui. D'autre part, si j'envisage de refaire le point 4, je pourrais placer des constructeurs par là. C'est un peu plus dur de placer des constructeurs efficacement pour faire le point 5. Bon. C'est une nuance très subtile. Mais ceci pour dire que ce type de position est vraiment difficile à estimer. Des modifications dont on ne sait même pas dans quel sens elles vont jouer font passer d'un take à 0,50 à un pass à moins 100. Voilà. Ça pour dire que cette décision était très difficile. Même si l'ordinateur me sanctionne assez durement, je ne suis pas trop prêt à me flageller pour ça. J'aurais beaucoup plus en fait le 6-3 d'il y a quelques coups. Voilà. Revenons à la partie. Alors la partie, comme vous allez le voir, elle va pas prendre une tournure très favorable pour moi. Donc j'ai pris, il a tiré un des DJ qui font pas courir, je suis trop fort, mais encore faut-il tirer un 4. Et il tire 4-5 et c'est la fin des haricots. Sauf que je tire As-2. Et As-2, je frappe. Alors, on pourrait se dire, frapper c'est extrêmement risqué. Ça laisse plein de blocs dans la nature, blablabla, il fait un 5, il va faire gammon, backgammon, tout ce que vous voulez. C'est vrai. Cependant, dans l'alternative, je vais jamais gagner. Dans le meilleur des cas, m'attaquer à l'intérieur, s'il fait pas mieux que ça. Et surtout, en frappant, mine de rien, quand il fait gala, ou même As pas très bien, As 3 ou quelque chose comme ça, peut-être qu'As 3 il doit faire le banana split, je sais pas. Quand il fait gala, donc, ce qui est quand même près de la moitié des jeux, eh ben, c'est plutôt moi qui roule pour le gammon. Hein. Je sais pas si j'ai un redouble, passe, si c'est tout good, si. Mais en tout cas, il est clair que la position est très forte pour moi. Donc, il faut pas rater ce genre d'opportunité. Hein. Ne pas frapper, ça serait une très grosse erreur, beaucoup plus grosse que tout ce qu'on a fait et que tout ce qu'on fera dans le match. Ok, donc je frappe et malheureusement, il tire 5-2 et il ramasse tout. Puis il m'attaque à l'intérieur. Bien joué, hein, attaquer à l'intérieur et non pas au point 12, au point 13. Parce que, eh bien, il faut surtout pas, de son point de vue, que j'ancre à l'as. Si j'ancre à l'as, j'aurai une position, je peux me défendre. Hein. Il met 3 hommes à la barre. Je fais gala, il ferme, il récolte tout. 5 hommes à la barre et ça s'est mal passé. Il a roulé pour le backgammon et ma foi, je n'y ai pas échappé. Il mène donc 6-0 dans ce match en 9. C'est assez tragique. Et nous allons passer à la partie 2. Alors, partie 2. Je menais 6-0 match en 9. Donc moins 3, moins 9. Je me prépare mentalement à être agressif avec le vidéo. Être agressif avec le jeu de pion aussi d'ailleurs. Et à doubler dès que j'aurai un avantage raisonnable. Hein. Faut pas exagérer, mais à être plus agressif qu'à un score normal. 3-2. Il a descendu les deux pions. Pourquoi pas. 6-2. J'ai joué le coup naturel, disons. 6-5. Alors là, petite erreur de mon adversaire. Il a fait la double frappe. Ce qui strip le midpoint et est un peu... Comment dire, un peu trop agressif par rapport à ce qu'il devrait espérer du score, justement. Si moi je dois être agressif, lui, il doit plutôt être conservateur. Il fallait tout simplement qu'il fasse le point 5. Hein. Et c'est assez fréquent dans l'ouverture que le point 5 soit meilleur que les frappes. Bon, si, vous allez me dire que c'est une double frappe, mais c'est quand même une double frappe sur un point pas très intéressant, globalement. Tout ce qu'il espère, c'est que je le laisse tranquille pour qu'il puisse faire le point 5 au prochain coup. Hein, pour le dire comme ça. Bon. Ok. 3-2, je rentre. 3-1, il couvre son point et il va au point 23. 4-2, je fais la porte.
3-2, il fait le pick and pass, gagnant du temps. Bien joué. 3-6, je sors et j'ai pas beaucoup de 6 intéressant par celui-là. Tous les autres mettent des pions en prise. Double 2, il me frappe, il fait le point 5. Et avec le dernier, il avance ce pion qui est mal placé. C'est bien joué, d'autant que les alternatives appauvissaient quelque chose. Je fais gala, c'est pas terrible. Il fait 6 as. Et là, c'est un coup intéressant. Il a joué un coup, je pense que beaucoup de joueurs joueraient. Faire le point 7. Et obtenir une position apparemment très solide. Mais on réussit pas trop à faire des primes avec le point As. Hein, c'est deux structures un peu antinomiques. Et si j'ai le malheur d'ancrer au 23 ou entre les deux, cette faiblesse de long terme sera importante. Pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente sur le point 23, où j'ai montré que le point A c'était une grosse faiblesse stratégique, ça peut vous rappeler des choses. Voilà. Donc il fallait plutôt frapper au point 2 et jouer le blitz. Hein. Malgré le score, c'était le jeu le plus fort. Ok, j'ai ancré avec le 2 et j'ai frappé au point 3, contre-attaquant. Gala. Et là, alors il fait gala. On devrait s'interroger sur le vidéo. Donc j'ai dit qu'il fallait doubler assez tôt. Et j'ai considéré que j'avais quand même du mal à sortir ces pions face à cette prime. Et j'ai pas doublé. Alors j'ai décidé de ne pas doubler. Et c'est une erreur. C'est une erreur assez importante en fait. Bah, j'ai oublié en fait ce que je viens de dire. Hein. Je dis je suis primé, mais on peut pas être primé quand le type a fait le point As. Hein. Un peu dogmatique dit comme ça, mais c'est assez juste. Je crois. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il a quand même quelques pions qui traînent. Que si je ferme et qu'il fait gala, ça sera déjà un pass à ce score. Et que, comme je l'ai dit, il faut pas rater de double quand on est mené 6-0 match en 9. D'autant que moins 3 quelque chose, et en particulier moins 3 beaucoup, moins 3, moins 9, par exemple, il aura beaucoup de mal à renvoyer un vidéo à 4. Il faut vraiment une position extrêmement solide. Donc le fait de lui donner le vidéo a moins d'implications négatives qu'un score ordinaire. Et donc, si on a le malheur ou le bonheur de tirer double 3, double as, ou même un 3 suivi d'un gala, dans cette position, il faut que le vidéo soit à 2. Hein. Il faut que le vidéo soit à 2. On peut pas manquer ce type d'opportunité. Ok. Je rate un double. Et je tire 3 et 2. Alors 3 et 2, c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai joué de manière un peu dogmatique, j'ai fermé le point. Et j'ai joué le 2 au point 21. Alors, vous allez me dire, quoi de plus naturel? Quoi de plus naturel, il faut bien extraire ses pions. Bah, il faut extraire ses pions, pourquoi? On n'est pas en avance à la course. Première chose. On n'est pas menacé d'être primé. C'est vraiment une idée très très importante de cette position que j'avais beau le savoir, je l'ai pas appliqué correctement. On n'est pas primé puisqu'il a le point As. Je me répète. Et tout ce qu'on fait en jouant le pion au point 21, c'est lui donner l'opportunité d'attaquer avec des 5, avec des 2, probablement même avec quelques 4. Et de valoriser son point As en réalisant un blitz. On pouvait tout simplement descendre le pion au point 11, restant au point 2, ce qui paraît bizarre à tout. On a toujours envie de s'extraire d'une prime, mais considérez que c'est pas une prime, c'est pas solide ça. Il n'y a pas de timing, il y a 2 pions aérés, etc., etc.
et surtout il y a ces deux pions-là, qui ne participent pas à l'action. On ne peut pas faire de prime efficace avec deux pions là et deux pions là. Hein. Il reste 11 pions. 11 pions, ça suffit pas. Ok ? Même placé optimalement, ça ne pourra jamais faire qu'une prime de 5 qui sera éphémère. Hein. Et plus vraisemblablement, une prime de 4 qui se détériorera assez rapidement. Dans une bataille de timing, il est clair que les blancs sont beaucoup mieux. Hein. Et donc en jouant ça, 13-11, on prime, on menace de construire le point 5, un de ces jours, en ramenant des constructeurs, et on se garde, en cas de pépin, le point 2 en backup, puisque vous devez déjà savoir que jusqu'à la fin de la partie, on aura beaucoup d'équité en défense avec le point 2 contre une structure trouée avec un point As. Hein. Je renvoie encore une fois à ma dernière vidéo. Donc une équité importante jusqu'à la fin de la partie, et d'autant plus importante que notre adversaire aura du mal à doubler, hein, puisqu'il est à moins 3, moins 9, et il aura toujours peur du renvoi du cube. Hein. C'est encore plus vrai si on trouve un moment pour doubler nous-mêmes. Il aura très très grosses difficultés à renvoyer à 4 et à nous faire passer. Donc notre équité sera un peu persistante. Bon. Ok. Mon adversaire tire As4, et ce qui est un de ses meilleurs jets, et fait la prime de 5. Donc je décide à nouveau de ne pas doubler. C'était pas très éloigné d'un double en réalité. Et je tire 5-2. Et je rattrape mon erreur du coup précédent en refaisant une encre. Il tire 4 et As. Il commence à s'extraire. Il est en avance à la course. Il faut absolument qu'il fasse ça. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Double As. Alors la double As, c'est pas un coup trivial. Je pense qu'on peut conclure assez rapidement qu'on doit washer au 5. 6-5 deux fois. Me paraît assez clair. Parce que si on joue 8-5 quelque chose, mettons 8-5 As-10, 11-10 par exemple, qu'on obtient cette position, on n'a pas grand chose de plus qu'en washant, sinon qu'il a une frappe avec le 5. Hein. Bon. Et une fois qu'on a dit qu'il fallait washer, alors on peut faire par exemple 8-7, 6-5 deux fois, 11-10, 6-5 deux fois, enfin, tout ce genre de trucs. Ben, l'objectif va être de reconstruire le point 6. On doit résister à la tentation de jouer la double frappe. Ça, c'est une structure où on va jamais rien refaire. Lui, il a une prime. Malgré tout. C'est pas une prime extra, mais c'est quand même une prime. Et c'est un gruyère. C'est un gruyère terrible. Ça serait une très grosse erreur de faire ça. Donc, on doit frapper avec 2 au point 5 et diriger tous nos efforts pour construire le point 6. Et quel est le coup qui fait ça le plus efficacement ? C'est 13-12 deux fois. Ceci. Où on obtient 3 jolis constructeurs dirigés vers le 6 sans concéder quoi que ce soit à part le 6-5 qui frappe. Voilà. On se met même le luxe de bloquer le double 6. Double 6 serait un mauvais coup pour lui. C'est intéressant. Je suis assez content d'avoir trouvé ce coup pas si évident. Ok, double As. 6-3, il s'échappe, c'est normal. On peut toujours pas doubler, même si c'est un peu tentant, je dois dire. J'y réfléchis. Et on jette les dés, espérant frapper, et on frappe avec double 6. Double 6. C'est magnifique. Double 6, ça frappe. Donc il faut vraiment jouer les choses dans l'ordre là. D'abord vous frappez avec un pion, et après vous réfléchissez, parce qu'il y a plein de coups en fait. Ça serait, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui joueraient ça en une seconde sans réfléchir. Hein, ça peut paraître grossier à l'analyse, mais croyez-moi, en pratique, ça arrive souvent. Alors qu'il y a plein d'autres options. On peut faire ça, bien sûr. C'est un coup légitime, mais on peut aussi refaire le point 6, par exemple. Ou on peut, ce qui est meilleur déjà que de frapper avec 2 hommes au point 9. Ou on peut, et ça a été mon choix, frapper avec tout au point 2 et donc au 9, faisant le point 2. On a énormément de chances de refaire le 6 et on va pouvoir jouer le too good. En fait,
En fait, pour choisir ce coup, ce qui est important, c'est de penser au double en suivant. Si tire un jet extraordinaire, je sais pas moi, 6-1, ou double 1 à réfléchir, on aura toujours l'opportunité de doubler. Et sinon, on va jouer le tout good. Voilà. Alors en jouant un truc comme ça, bon, on laisse 6-5 qui frappe, on laisse 6-4 qui ancre. S'il fait la porte aux 2, bon, je suis pas sûr que ce soit un take quand même. Peut-être que si. Mais en tout cas, c'est pas une évidence. Et il est clair qu'on a beaucoup moins de gammon. Hein. On va pas facilement jouer pour le gammon. Voilà. Donc, bien joué de ma part. On frappe au point 2. Et au 9, bien sûr. Gala. 6 As. Alors, il faut évidemment s'extraire du fond. Là, c'est bon, il y a plein d'options qui sont pas très intéressantes. Gala. Double 3 fait le point. Et amène un pion là. Pourquoi pas. Et après, on amène un constructeur au 7. Il sort. On frappe. Alors, il y a des joueurs qui pourraient être tentés de se dire, je vais jouer calmement, faire la prime, de toute façon, je vais gagner. Quel intérêt de frapper? Il a quand même un board fort, une prime, blablabla. Bon, tout ça, c'est des bêtises. On peut perdre quelques fois parce qu'on frappe, c'est vrai. Mais ce qu'on va gagner en gammon est sans comparaison. Hein. Sans comparaison. Je peux vous la donner la comparaison, j'ai les chiffres sous les yeux. On perd 2% de chance de gain. Un peu moins d'ailleurs. Et on gagne 14% de gammon. Donc c'est beaucoup plus de gammon que de chances perdues. Et bon, il suffit de regarder la position pour se rendre compte qu'on va quand même pas perdre la plupart du temps. Hein. D'autant qu'on a une arme redoutable qui s'appelle le Vido, qu'on peut envoyer à tout moment. Hein. Donc la frappe est pour moi très très claire. Faut pas avoir peur de ce genre de choses. Gala, on ferme, gala, je ramène mes pions, etc. Bon là il y a des détails techniques que je vous passe, il n'y a rien d'intéressant. Hop là. Et je crois bien avoir réussi à faire gammon. Et voilà. On est remonté un petit peu, 6-2. C'est un peu dommage d'avoir pas trouvé de fenêtre pour enlever le vidéo, mais bon. Il est vrai que j'ai raté un petit truc à un moment, mais bon, le double 6 a été quand même assez brutal. Qui m'a fait traverser la fenêtre de double, comme on dit. Donc passer de no double take à too good drop. Et nous passons à la partie numéro 3. Partie numéro 3. Mon adversaire ouvre par 4 et 2. Alors bon, je répète pas, hein, mais je suis toujours mené, moins 3, moins 7. Je suis attentif à Ovido, etc., etc. Toujours avoir ça à l'esprit. 6-2. 6-3, il me frappe. Et il descend un pion. Alors le meilleur 3 est plutôt de jouer de l'arrière, apparemment. Pour faire quelque chose pour la défense. Aussi, des considérations de score qui jouent dans ce sens-là. 4-3, je frappe. 6-2, il me refrappe. 6-As, je refrappe. 6-2, il frappe. 4-3, je frappe. 2-3, il frappe. 4-3, je frappe. Double 4, il fait le point 20. Et il joue 13-9. Et on obtient un petit backgame sympathique. Alors, là j'ai tiré 6-2. Et c'est un coup assez difficile. Sur lequel j'ai passé pas mal de temps. Alors on peut bien sûr frapper le point 16. Mais qu'est-ce que ça nous apporte? Il a un backgame où il est déjà assez en retard comme ça. On peut frapper le 16, ça serait ça. On peut simplement fermer les 2 points. Et jouer tout à fait calme et positionnel. C'est intéressant de pas frapper pour pas lui rajouter de timing, pas lui donner de contre-jeu. Voilà. On peut aussi frapper au point 4 avec le 2 au point 4 et le 6 qui ancre, je pense que c'est assez naturel. Ce qui a l'avantage de l'empêcher de faire la 3e porte. Mais d'un autre côté, bon, évidemment, se faire refrapper, c'est pas si agréable que ça. Parce que le backgame n'est pas encore fixé. C'est pas comme si on avait une prime qui fait que qui ferait que le plan de backgame est le seul plan. Il peut très bien frapper, puis décider d'abandonner une des 2 portes ou les deux.
Donc, j'ai décidé de frapper au point 4 et c'est une erreur. Le coup que j'avais envie de jouer en première intuition pour tout dire, mais que j'ai fini par rejeter un peu pour des raisons dogmatiques on doit empêcher de faire les portes, était le meilleur. On stabilise. Et en fait, un des critères, à mon avis, pour jouer ce coup-là, c'est que son backgame manque de timing. Il a que 36 points de retard à la course. C'est pas terrible. Hein. Les backgames normaux ont plutôt besoin de 60 et quelques de retard. Et d'autant plus s'il ambitionne de faire un backgame à 3 portes, 36 points, c'est pas suffisant. Donc, si je joue contre le plan du backgame en frappant, alors qu'il n'avait pas un très bon plan de backgame, c'est un peu paradoxal. Donc, le coup stabilisant la position était plus dans l'esprit, je pense. Ok. 3-2. Il me frappe. 5-2. Je fais le point. Bien joué. Double 5. Il court. Vous voyez, quand je dis que le backgame n'est pas stabilisé, voilà une position où maintenant il a un point de retard à la course. Il n'y a plus de backgame qui tiennent. Mais je le renvoie derrière par 4 et 3. Boum. Double 3. Alors il a fait le point. Fait le point de 3, fait les 2 points de 3 même. Et il a essayé de sortir. Alors le point 5 était un peu plus fort que le point 3. De manière générale, quand vous jouez des backgames, vous jouez des coups à long terme. Hein. Et le point 5 était ce qu'il fallait faire dans ce sens-là. Le point 3, c'est un peu faiblard. C'est pas tellement qu'il soit faible en lui-même, c'est qu'on aura beaucoup plus de difficultés à faire le 5 par la suite. Parce que ces constructeurs n'existent plus. Et les autres sont pas très mobiles, et ceux qui sont mobiles sont à l'arrière. On imagine difficilement comment il va faire le point 5 dans un avenir prévisible. Voilà. Bon, 6-4, je fais le point évidemment. 5-4, il circule, toujours circuler en backgame. 3-2, je fais le pick and pass. Bon, je m'inquiète pas trop aussi parce que le backgame n'a pas un très bon timing, comme je l'ai mentionné. 4 et 3. Donc là, il est contraint d'utiliser son 3 pour aller au 5, c'est bien joué. Mais c'est bien joué, mais être obligé de faire ça est la conséquence un peu de son erreur précédente. C'est pas très grave en l'occurrence, hein, mais 4-2, je fais le point sur tête. À 6, il rentre et il va au point 2. Et là, il y a une décision pour moi dans la position finale. Est-ce que je dois doubler ? Alors c'est jamais totalement évident de quand doubler dans les backgames, mais il y a plusieurs choses qui m'incitaient à vouloir y aller. La première étant le score, bien sûr. Donc toujours ce même principe, hein, je suis en retard, j'ai envie de doubler tôt, d'autant qu'il aura beaucoup de mal à redoubler, hein. Et plus précisément dans cette position, il a un backgame avec un mauvais timing, il a que 30 points de retard, c'est pas assez, hein. Et surtout, ce pion a un peu de mal à recirculer. C'est pas du tout évident qu'il fasse un 4, puis autre chose, ou qu'il fasse un 2, puis un 6, encore moins. Et assez vraisemblablement, il va devoir casser quelque chose, comme le midpoint au prochain coup. De plus, son board est un peu dévalorisé. Il n'est pas évident de savoir comment il va le reconstruire. Et par conséquent, ça réunissait beaucoup d'ingrédients pour moi du double. Je m'attends à des passes sur des mauvaises séquences ou je sais pas moi. Je ferai un point et il tirerait un 6-3 par exemple, ou alors 6-3 peut-être il pourrait abandonner le point 22, mais mettons 5-3, quelque chose qui joue de manière pas élégante et où il se retrouve avec un mauvais backgame. Et il y a déjà un mauvais backgame, un backgame encore pire. Et dans tous les cas, ça me posait pas de problème d'envoyer le vidéo dans cette position. Donc j'ai doublé, ce qui est une très bonne décision. C'est un double assez juste. Assez juste. Ça aurait été une toute petite erreur. Enfin,
moins 0,40, moins 0,35 exactement, de pas envoyer. Donc bien joué de ma part. Ok, j'ai joué, j'ai tiré 3-2 et je suis venu en sécurité. Voilà. Donc là, j'ai pas besoin de faire de folie, hein, puisque je considère que sa position va souvent s'effondrer d'elle-même en fait. Il a tiré 4 et 3. Voilà, obligé de faire le point 2, hein, c'est déjà quelque chose de négatif pour lui. Mais bon, il est très content de tirer un 4, bien sûr, et de s'extraire du fond pour pouvoir circuler, faire jouer le peu de timing qu'il a. AC5, alors là, AC5, j'ai hésité à libérer le point 18, pour pas mettre de pion derrière les portes, hein, comme vous savez, on n'aime pas trop faire ça. Mais j'ai finalement joué simplement le coup derrière. Alors, il fallait libérer le 18, mais c'est pas un gros écart, c'est pas une erreur importante. Difficile de savoir ce qu'il faut faire. Et voilà, moi encore une fois, j'étais content de le laisser jouer dans cette position. 6-1, il va au point 13, il arrive à circuler sans problème. 4-1, un peu par élimination, je fais le point As. Je fais le point As, il y a beaucoup de chances qu'il mette un pion en prise au prochain coup. Ça peut servir. Double 4, il s'extrait. Et il va au 5. 4 et As, je fais un peu ce que je peux. 6-4, il circule avec le pion, enfin, en cassant la porte qui est la moins importante et qui va laisser le moins de frappe. On peut envisager 22-16, 5-1, mais c'est vraiment renoncer à beaucoup de choses. Déjà, il est en retard à la course, renoncer au point 3, c'est très bizarre. Et en plus, il met un pion au point As, donc c'est très mauvais structurellement. Faut pas jouer ce genre de choses. Voilà. Et lâcher le midpoint et ça laisse double frappe directe. Et surtout, c'est encore plus important, le midpoint contrôle mon propre point 18. Donc c'est un point important. Donc il a tout à fait raison de lâcher le point 16. C'est très bien joué. Ok. 6-1, je fais ce que je peux. J'attends qu'il craque. 6-5, il craque pas, il renforce son board, c'est scandaleux. 6-3. J'ai pas trop le choix, je laisse quelques indirects, hein, mais je laisse que 4G, 4-3 passe pas. Mais de toute façon, j'ai pas le choix. Il me rate et 6-5, il va au point 11. Alors, quelles auraient été les alternatives? Sortir de pion. Et ça laisse double frappe directe, on sait pas trop pourquoi, hein. Ou alors, jouer au point 2 avec le 13. Mais ça laisse le 6. Et même si on fait pas le 6, le prochain coup, le problème sera pas résolu. Il aura le pion en prise. Et il va perdre énormément de contrôle. Avec le coup qu'il a joué, il duplique les 4. C'est pas du tout évident de frapper dans cette situation. Et peut-être plus important encore, si je frappe, il aura des return shots. Et il conserve son contrôle avec le point 13. Donc c'est joué de manière très précise de la part de mon adversaire. Alors, pardon. Alors, 4-2, on est confronté à un choix, on peut frapper là-haut. Mais si on frappe là-haut, donc le 2, alors a priori là, mais si on le joue ailleurs, c'est encore pire en fait. Mais on peut compter les return shots. Hein. On a 5-2, 5-4, 3-2, 3-4, double 5. J'oublie quelque chose? Non, mais c'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà beaucoup. Donc j'ai pas envie de jouer ça. En revanche, avec le pick and pass, je laisse aucun return shot. Et si par hasard, j'ai le bonheur de le voir faire gala, ou même des choses comme 3 et As, 3 et 2, 5 et As, 5 et 2, choses comme ça, eh bien je pourrais attraper le deuxième pion. Et il n'est pas absolument interdit de faire gammon. Et même sans parler de faire gammon, mettre un deuxième homme à la barre, ça m'aide tout simplement à ramener mes pions dans le temps imparti. Donc le pick and pass était la bonne idée, et donc c'est un bon coup de ma part. 4 et 2, pick and pass. Gala, j'attrape le pion, 4 et 6, hop là, gala, et je fais la porte, je ramène tous mes pions, et vais-je faire gammon?
Pick and pass important pour le gammon. Vais-je faire gammon? Petite décision. 3-2, est-ce qu'on sort un pion, mais c'est un peu inélégant, de cette manière-là. En se disant, j'augmente mon gammon, blablabla, en sortant un pion. Ou est-ce qu'on enlève le 6 pour des considérations de sécurité? Bon. Alors un pion, c'est vrai que ça augmente toujours le gammon, de 3 à 4% sur les positions. Bon. Cependant, 6-1, 5-1, double 6, double 5, double 4, plus des choses sur plusieurs coups. Par exemple, vous tirez 4 et 1 une fois et vous avez encore le... ou 2 et As ou n'importe quoi, et vous avez encore des problèmes au coup suivant. Il me semblait que ça faisait beaucoup, et j'ai donc décidé d'enlever les pions du 6, ce qui était la bonne décision en théorie, mais la mauvaise si votre adversaire tire double 6. Voilà. Et donc il a tiré double 6 et il a sauvé le gammon. Voilà. Mais soit dit en passant, ça aurait été une très grave erreur de sortir le pion. C'était moins 0,70, ce qui dans un bear-off est quand même assez important. Ok, je gagne simple, et il y a 6 à 4 pour mon adversaire, moins 3, moins 5. Je suis en train de remonter. 4e partie. Donc, moins 3, moins 5, les gammons commencent à valoir cher. Alors, mon adversaire repart 6 et 3. 4 et As, je frappe. Et le 4, on a toujours une petite hésitation entre l'arrière et ici, mais moi, j'ai pas d'hésitation quand je suis en retard. Frappe et je descends le 4. Double 3. Il me refrappe et il fait le point 10. C'était pas un coup entièrement trivial. On pouvait envisager de faire d'autres choses, mais bon. Frapper sur un point que j'ai envie de faire, c'est quand même important. 5-3. 5-3, je dois sortir. Et il commence à y avoir beaucoup de constructeurs, donc jouer un coup qui fait diversion, c'est important. Je frappe. 5-6, j'ai un peu malheureux. Une fois qu'il est sorti le 5, il n'a pas trop de 6. Il joue un peu par élimination. 3 et 1. Alors, faire le point 20, c'est évidemment sympathique, mais bon, on a 20 points de retard, on a envie de jouer autre chose qu'une partie en défense. Et on a à notre disposition la frappe et ferme. Donc, on frappe et ferme. Il n'y a pas de board si menaçant que ça. 2 et 6, il refrappe. 4 et 2, même principe, je refrappe. Double 4. Alors, double 4, il doit rentrer. Ferme au 17, c'est logique. Et avec les deux derniers, c'est pas entièrement trivial, mais quand même frapper fermé au point 4, c'est très fort. Ça empêche de faire cette encre. Si je frappe le 8, ça veut dire que j'aurais pas fait l'encre au point 20. Donc bon, c'est évidemment un bon coup. 5 et 4. Alors 5 et 4, c'était un coup un peu assez intéressant. Bon, le 5 est bien sûr forcé. Mais le 4, on pourrait envisager plein de choses. Alors je pense que le coup que j'aurais beaucoup de joueurs, c'est 13-9. Faisant une porte apparemment utile, blablabla. Mais je trouvais que ça laissait tous les pions par deux, la stripper comme on dit. Et de plus, l'urgence, c'est plutôt de faire les points intérieurs. Voilà, donc j'ai rejeté 13-9, j'ai rejeté 11-7, et je me suis orienté plutôt vers 9-5. Qui était bien. Les autres coups auraient été des erreurs. En gros, c'est le principe de pureté. Hein. On est en backgame ou quelque chose qui s'apparente un peu à un backgame, en tout cas des parties de long terme. Et par conséquent, on décide de jouer pour construire quelque chose qui va avoir une valeur à long terme. Voilà. À savoir le point 5, le board, toutes ces choses-là. Voilà. Bon. 3 et As, il en profite pour frapper et cacher son pion. 8-4 est vraiment passif, hein. Évidemment, je vais construire et voilà, il aura rien. Là, en frappant maintenant, il est assuré, ou presque, que si je frappe quelque chose, eh bien, je ferme pas le point 5 en même temps. Hein. Je sais pas pourquoi je dis ou presque, d'ailleurs, il y a même double 3, ça ferme pas le point 5. Donc, si je frappe, il aura à tout le moins un return shot intéressant. Bon. Je fais gala. Bon, ça change pas grand-chose, c'est pas des galas très chers. 5 As, il améliore sa position. 3 As, je fais mon point 5. Double As, alors là, il a décidé de washer.
Et ça m'a beaucoup surpris, je me rappelle. Je n'aurais pas du tout ça naturel. Parce qu'en fait, le point 3 est bien moins bon que le point 4. Et il augmente pas sa valeur de prime énormément. Alors 8-7 est possible, on peut envisager 19-8-7 par exemple. Comme ceci. Mais ok, est-ce que le point 7 est bien meilleur que le point 8? C'est pas entièrement sûr. Un petit peu peut-être. Voilà, le coup le plus naturel en tout cas. En tout cas, il faut faire le point 9, c'est plus compact que ces histoires. Vous voyez, cette porte au point 10, elle va pas avec cette structure du point 3. Tout ça, ça fait pas partie de la même prime. Et ouais, le coup naturel, 16, 14 et 19 était meilleur. Bon. Ok. De manière générale, dans les ouais, est-ce que c'est vraiment un backgame? Mais bon, on va le considérer comme tel pour l'intérêt de l'exercice. Dans les backgames, on joue pas des coups qui font des portes profondes, genre en général, et encore moins en enlevant des portes plus intéressantes. Hein. C'est vraiment, on garde notre structure. Parce que le point 4, il va pas être si facile que ça à refaire. Ok. 4-2, j'ai frappé. Comme pour le punir. As-2. Il a joué au point 11. Et là, c'est un moment intéressant. C'est encore le principe de pureté. Il était meilleur de jouer au point 4. C'est toujours des coups un peu difficiles à jouer. Mais qui sont assez logiques parce que c'est le point qu'on a envie de faire. Un peu à cause de son erreur. La position est difficile à cause de son erreur du coup précédent. C'est le point qu'on a envie de faire. C'est vrai qu'on laisse double frappe, mais bon, après tout, c'est pas beaucoup plus de frappe que sur l'autre point. Hein. Et ce pion en point 11 sert à rien, par comparaison. De plus, on pourrait trouver l'argument un peu en biais qu'on duplique le 2. Hein. Bon. Alors, il est vrai que de l'autre côté, on duplique le 6. Mais malgré tout, ouais, le principe de mettre les pions sur les cases qu'on a envie de faire est quand même primordial dans les backgames. Ok. J'ai tiré 5 et 3, j'ai fait le point 4. Assez trivial. 2 As, il a fait le point et joué au point 23. Jouer au point 23, c'est très important, bien sûr, pour sauter la prime. Donc c'est très bien joué. Et j'ai décidé de doubler cette position. Ce qui est un peu enthousiaste comme double. Ouais, en fait, alors il y a le score, -3, -5, on se dit, tout ça c'est super, mais en fait, même si on frappe, on aura encore 5 ou au moins 4 pions arriérés. Et je crois que même une position où on frappe et il fait gala, c'est encore un take énorme. On a quand même 45 points de retard à la course, ce qui est considérable. On n'est pas prêt de faire une prime de 5 ou de 6, d'attaquer au point 2, enfin, voilà, c'est pas... On n'a pas tant de gammon que ça, et... Ouais, c'est un peu exagéré. J'étais un peu trop enthousiaste, ouais. Je crois que je me suis dit, tout simplement, je sais pas trop ce que ça vaut si je frappe et qu'il fait gala. Alors autant envoyer à ce score où, voilà, il a du mal à envoyer, etc. Mais bon, c'est... D'abord, je pense que c'est objectivement un très gros take encore si je frappe. Et d'autre part, ouais, la partie est longue, quoi. La partie est longue, c'est très facile à prendre. C'est mauvais signe. Alors, c'est pas un critère absolu, hein. Il y a des positions qui sont très faciles à prendre, il faut quand même doubler, hein. Mais quand il y a vraiment aucun espoir qu'un gars même pas en forme passe, c'est mauvais signe. Bon. Ok. Erreur de ma part, c'est ma plus grosse erreur du match, hein, de doubler cette position. Voilà. Mais bon, au risque de me trouver des mauvaises justifications, je préfère faire des erreurs dans le sens trop agressif que dans le sens pas assez. Déjà en général, et en particulier quand je suis en retard au score. Bon. Ok.
6 et 3, c'était un coup un peu difficile, mais qui se trouve par élimination. En fait, le 6, on a envie de circuler, donc on part de celui-là. Et on n'a pas trop les arguments pour jouer un backgammon du point As, machin, donc on a envie d'avancer aussi. En fait, le coup... alors, il y avait une alternative qui était de faire le point 17. C'est quand même un peu triste d'abandonner le point 20. Même si c'est un coup intéressant pour contrôler l'extérieur. Mais le coup que j'ai choisi, donc amener le pion au point 21, a l'honneur et l'avantage de pouvoir refaire de pouvoir faire le point 21, avoir un backgammon 5-4, qui nécessite moins de timing que les backgammons avec des portes profondes. Et de plus, de contrôler très très bien l'extérieur. Après tout, j'ai un board de 4 contre un board de 2. Et je suis très content s'il y a des échanges de frappes, etc. En particulier mon retard à la course. De plus, je contrôle des points extérieurs avec mon point 20, mon point 21. Et donc, si devait arriver à frapper fermé avec 5-3, 5-2, que sais-je, j'aurais des return shots. Je suis pas du tout sûr qu'ils doivent frapper fermé avec 5-3, 5-2. C'est pas ce que je dis, mais ça enlève cette possibilité, on va dire. Ok. 6-3, donc bien joué de ma part. Il a tiré 6-4. Et qui est un jet très chanceux, bien sûr, c'est beaucoup mieux que de frapper ou que de je sais pas quoi. Il décide de partir et de refaire le midpoint. Et il a résolu la plupart de ses problèmes et on commence à redoubler, d'avoir doublé, à regretter, pardon, à redoubler de désespoir, d'avoir doublé, plein d'espoir, le coup d'avant. Hein. On regrette déjà, c'est mauvais signe. 3-2, il faut bien sûr faire le point 21. Hein. Faut pas avoir peur de laisser des frappes. Alors, je dis bien sûr, mais c'est pas si évident que ça. Après tout, cette position est pas ridicule. D'ailleurs, c'est pas très loin en termes d'équité. C'est pas ridicule du tout de garder un pion au fond pour le contrôle, sachant qu'il a quand même du mal à faire des portes de manière saine, sans laisser beaucoup de return shot. Donc ça, c'était jouable aussi, en fait. Je dis évidemment, mais c'est pas si évident que ça. Mais bon, je joue le coup le plus simple, faire le point 21, et cette frappe est pas grave du tout. Hein. S'il devait frapper en As ou en 5, on aurait beaucoup de return shot. Hein. 6-2, il libère le point le plus éloigné, bien joué. 3-2, je circule. 6-3, il fait un peu ce qu'il peut. Alors là, on se rend compte, c'est important de noter ce genre de détail, que s'il n'y avait pas eu ce pion-là, qui sert pas à grand-chose apparemment, hein, il y a un petit caillou dans la chaussure, comme on dit par chez moi, c'est jamais mauvais. Il n'y avait pas eu ce pion, il aurait pu faire 3 et 6, et le mettre au point 2, ce qui l'arrange, hein, pour libérer ça. Mais comme il est là, il peut pas ni jouer 6 parce que en premier puis 3, parce que le point 20 est une porte, ni jouer 3 puis 6, parce que ça lui serait une frappe en 2. Et donc il est obligé de jouer un coup un peu inférieur. Conséquemment, je tire 6-3 le coup d'après, et qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je le laisse au même endroit. Être frappé, ça n'a aucune forme d'importance négative, en tout cas, c'est peut-être même positif. Et s'il retire 6-3, par exemple, eh bien, ça me laissera une frappe, voire plusieurs frappes. Et on peut ajouter, que peut-on ajouter ? On peut ajouter que plus tard, alors pour l'instant 5-4 par exemple, il pourrait jouer à l'intérieur, mais si plus tard il doit laisser une frappe avec une de ces deux portes, ça serait bien qu'il laisse double, triple frappe, etc. Ce pion il peut rester là, en fait. C'est une porte fantomatique. Ok. Et donc le fameux 6-3, n'est-ce pas ? J'écris n'est-ce pas ? Le fameux 6-3. Alors là, il faut vraiment, je veux dire, admirer le jeu de mon adversaire. Il y a beaucoup d'options en fait. Il peut peut-être le plus naturel, c'est de frapper et fermer le point, mais ça laisse beaucoup de return shot, hein. Et y compris quand on est frappé une fois, on court le risque d'être gammon. Hein, sachant que le vidéo était déjà à 2, donc ça fait 4 points, ça amène à Crawford, etc. Donc je vous laisse compter les G, etc. Faites le boulot. Il y a d'autres trucs qui laissent 20 G également, laissez le pion au point 7, comme ceci.
mais ça laisse quand même 20G, ça résout pas le problème. Donc mon adversaire a très bien joué, il a frappé et est allé au point 2. C'est des coups qui sont pas faciles à jouer, qu'on peut comprendre a posteriori, mais qui sont très durs à jouer. Donc vraiment, il faut vraiment très bien jouer de sa part. Voilà. Bon, il me laisse 20G et bien sûr, je frappe. Et on a une petite question, je vais y arriver, avec le 5. Alors on peut jouer au point 3, tout simplement, cachant ce pion et ne laissant pas de blot en fait. Mais, qu'est-ce qui va se passer là? On est coincé ce pion, on va pas arriver à le faire circuler. Celui-là non plus. Qu'on va faire? Quand il sera rentré au prochain coup, ça sera plus dur de circuler. De plus, ce pion, il ferme qu'avec un as. Quand il était au point 8, il fermait avec le 6, mais aussi avec 4-2, 5 as, double 3, double 2. Voilà. Donc il est très important de sortir avec le 5. C'est là que je voulais en venir. Ce qui permet déjà de contrôler un peu l'extérieur et de circuler, de menacer de fermer avec plus de force, etc. etc. Bon. C'est un coup qui n'est pas difficile, mais c'est facile de jouer 8-3 sans trop réfléchir. Voilà. Je suis sorti, à 6, il vient par là. Forcé, hein, pas 36 coups. 3 et As. Donc je frappe et bien sûr, je circule. On pourrait imaginer 23-20. Mais en fait, il est plus mobile au point 23. J'ai envie de pouvoir sortir avec un 6. Puis si ça se passe mal, je suis content de garder un pion aéré pour contrôler. De plus, ce pion au point 13, il pourrait fermer le 7 avec un 6. Donc il y a beaucoup de raisons de jouer comme ça. C'est un coup assez simple. Gala. 5 et 3. 5, on ferme. Et toujours le même principe, le 3, c'est relativement important de jouer ici. Si vous jouez là, vous vous exposez à des mauvais tirages, mais c'est pas tellement ça le problème en fait. Le problème c'est que vous n'allez pas contrôler l'extérieur. Dans 2 coups, il va faire à 6, il va circuler et ça va pas être très sympa. Voilà. Bon. Important de sortir, de se répartir sur le board. Et de toute façon, il n'y a pas de frappe dérangeante. Hein. S'il tire à C2, à C3, je sais pas quoi. À part peut-être Douglas qui nous embêterait un petit peu, tout le reste est tranquille. Bon. Même Douglas, j'ai envie de dire, c'est pas un drame, ça va laisser des trucs. Bon. Ok. Gala. Double 4, je circule. Bon, c'est un peu compliqué, je commande pas trop ça, il y a plein de possibilités. Gala. 5 As. Je me mets au point 7 et je vais en 12. Pareil, c'est un principe de couverture du board. Là, je contrôle absolument tout. Et je menace de fermer le point 7. C'est très important parce qu'il a beaucoup de temps pour tirer un As si je fais pas le point 7. Donc, voilà, même sur As6, je me dis que j'aurai un retour de shot, etc. Et donc, c'est de loin le meilleur coup de mettre au point 7. C'est le meilleur coup, sauf si votre adversaire tire 6 et As. Auquel cas, c'est le plus mauvais coup. Voilà. Donc il fallait surtout pas jouer ça. C'est tragique. Voilà. C'est vraiment tragique. Et bien sûr, je ne refrappe pas. Parce que j'avais quand même un plan sur As6. Hein. Mon plan, c'était que j'avais 36 milliards de retourne shot. Hein. Les As, la plupart des 6 et des 5, etc., etc. Bon, tous les 5 d'ailleurs. La plupart des 6, à part double 6. Et tout. Bon, j'étais tout content. Mais 4-3, c'était une petite douche froide. Donc je fais un peu ce que je peux. Je me mets là parce que ça duplique vaguement les deux. Bon, on pouvait aussi jouer 13-10, hein, qui était tout à fait raisonnable également. Bon. En revanche, je touche pas au pion du point 23 parce que maintenant je me dis que j'en ai peut-être besoin au fond. Et mon adversaire tire 3 et As. Alors, 3 et As, là, il a joué ce qui est pour moi un coup assez étonnant. Il a frappé ici et il est allé au point 7 alors qu'il pouvait aller au point 14. Alors, on pourrait compter léger qui frappe, mais en fait, c'est même pas tellement le problème. C'est même pas tellement le problème.
que là, même si je frappe pas, il aura du mal à planquer ces trucs. Et peut-être encore plus important, si je frappe, il risque le gammon. Hein. En fait, c'est ça le vrai critère. C'est que si je frappe, il risque le gammon. Et à un nombre de frappes égal ou à peu près égal, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Là, si je frappe l'as, par exemple, bah, celui-là, il est cadeau. Hein, il est cadeau. Et celui-là, il risque aussi de tomber dans mon escarcelle. Bon, voilà. Les deux coups sont très proches en termes d'espérance de gain. Hein, son coup, c'est même le coup qu'il faut jouer à DMP, dans une position où il n'y aurait pas de gammon. Mais il me donne 13% de gammon en plus, alors qu'il n'en gagne que 4% pour lui-même. Et par conséquent, c'est une erreur très 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 importante. Voilà, il fallait jouer le coup. Alors prudent, c'est beaucoup dire, mais le coup moins optimiste. Et qu'est-ce que je joue pour le punir? Eh bien, je fais gala. C'est tragique. C'est tragique. Mais bon, gala, il est pas tiré d'affaire, quoi. C'est ce que je voulais dire avec mon histoire là. Il est pas tiré d'affaire, mais il tire un manger. Il tire 6-2. Alors il peut frapper l'un et fermer l'autre, ou frapper l'autre et fermer l'un. Hein, vous voyez que les deux sont possibles, c'était dupliqué. Bon, il a choisi ce coup-là. Okay, bon. Apparemment l'autre était meilleur, mais je commande pas trop. Je refais gala, histoire de lui laisser une chance. Il fait le point 5, et là j'avoue que mon avenir n'est pas brillant. N'est pas radieux, n'est-ce pas? J'ancre cependant au point 4. Il fait double as. Il fait le pick and pass. C'est tout à fait logique, il essaie de m'empêcher d'ancrer au 2, de faire un backgame qui serait assez correct en fait. Qui serait la meilleure chance de gain, donc il faut absolument frapper. Et il faut absolument passer parce qu'on peut pas laisser la frappe contre un board de 5 dans ces conditions. Hein. Même si c'est pas beau, l'esthétique est pas la seule chose à prendre en compte. Gala. Double 3. Bon, la partie est finie. Hop. Bah non. Double 2. C'est quand même un match à rebondissement. Double 2. Et j'ai une position tout à fait correcte. J'ai un backgame digne de ce nom. J'ai 40% de chance de gain. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, 4-2, c'est pas le backgame du siècle, surtout quand il a déjà enlevé le point 8 et qu'il a déjà cleané l'extérieur. Mais bon, c'est quand même beaucoup mieux que tout ce que je pouvais espérer d'autres. Hein. Si c'est un jeu circule, 5-3. 5-3 5 est forcé. 3 est forcé. C'est absolument magnifique. Et voilà. Ah oui, alors, j'ai pas mentionné, mais il a jamais redoublé, tout simplement parce que il a, comme moi tout à l'heure, traversé la fenêtre. Hein. Il est passé en too good sans avoir eu l'occasion de passer par un redouble, quoi que ce soit, un redouble take ou passe. De manière générale, ça arrive souvent quand il est à moins 3 et le vidéo à 2, parce que la fenêtre de double est très serrée en fait. L'écart entre le premier double et le dernier take est tout petit en fait. Est tout petit. Pour des raisons assez évidentes, hein, parce que je redouble à 8 quand je peux prendre, donc la fenêtre de double take est toute petite. Bon 5-3, bah, voilà, tout va bien. Je frappe. Il rentre. Je vais, alors ouais, là il y a des choses à savoir sur le contrôle. C'est très bien de se mettre au point 13, parce qu'on contrôle très bien l'outfield. On contrôle très bien l'outfield, vous le voyez là, il peut faire 6 n'importe quoi, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, sans rien concéder, puisque de toute façon, s'il faisait double 6, ah bah on n'était pas content. Hein. À la limite, on est presque content d'être à la barre, parce que ça donne plus de G pour frapper l'homme qui atterrirait... non, je dis... qui atterrirait au point 6, oui c'est ça. Je ne dis pas de bêtises. Alors il peut ne pas atterrir au point 6, faire 1, 2 et 3, 4, mais ça a d'autres problèmes. Il laisse double 6, 6, 1, 6, 3, 6, 5, 4, 1, 4, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 1, 2, 5. Il laisse beaucoup de choses quand même. Je suis sûr qu'il y en a que j'ai oublié. Double 3 non, double 3 c'est égal. Je ne sais pas, en tout cas il laisserait beaucoup de jeux. Bon,
Donc c'est très bien de se mettre au point 13 d'une manière générale dans les jeux de contrôle comme ça où votre adversaire est arrivé au point As, c'est vraiment une très très bonne idée. Ok, Gala. Gala, c'est une manière originale de faire Gala sans être à la barre. 4-3, alors là 4-3 il faut décider comment on met nos pions, bon. Apparemment j'ai pas joué le plus précis, mais bon c'est très difficile. Question de savoir si on doit laisser une frappe de plus pour contrôler un peu mieux, pour se donner plus de G pour faire le 7. Bon, ok, c'est très dur. J'ai joué un coup inférieur, il fallait descendre les deux, mais bon, je me flagelle pas trop. 4 et As, alors 4 et As, il est forcé de jouer un mauvais coup. Hein. Et il y en avait quelques-uns comme ça, les 3, les As, c'était pas forcément terrible. Et donc il me laisse une frappe. Et je frappe. Alors là, la question se pose, est-ce qu'on wash ou est-ce qu'on wash pas? Ça, c'était un coup intéressant. J'ai essayé de pas washer en me disant que d'une part, c'était dur de refaire le point 3, parce que mes constructeurs sont loin, et que peut-être encore plus important, la position où je frappe pas au point As, j'obtiens ça. Il a des mauvais à base de As 4, de As6 et enfin 6 moyen mauvais mais quand même pas terrible, et peut-être encore plus rigolo de As3. En fait c'est quand j'ai vu que As3 était si abominable que j'ai essayé de jouer comme ça. Bon, alors je trouve que j'ai joué le meilleur coup, mais bon, enfin c'est pas très loin, hein, donc bon, j'ai pas particulièrement de mérite. Ok, 6-5, j'amène un constructeur, un truc pour frapper au point As avant qu'il fasse l'encre. As6, il s'en va. 5-2, évidemment je frappe. Évidemment je laisse le truc à 6 de distance, ce qui est à la fois une manière de me donner plus de frappe et une manière de dupliquer son AC6 de la barbe. Hein. Voilà. 6 et 3, je frappe et j'en descends un, Gala. Et après nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Et voilà, je vais marquer 4 points, probablement. En tout cas, je suis nettement favori, 51%. Je l'ai écrit, hein, je sais pas de tête. Pour Fergamon. 3-2, alors là on peut sortir un pion, mais ça laisse une structure abominable, donc c'est un débat, si on le fait ou pas, bon, c'est pratiquement équivalent en réalité. J'ai tourné, et puis mon adversaire est allé très vite, et il a sauvé le Gamon, ce qui est pas juste, hein, vous reconnaîtrez. Lui, il a eu une bonne position, il a fait backgammon. Moi, j'ai eu plein de gammon manqués, c'est pas juste. Voilà, c'est vraiment pas juste. Mais bon, nous sommes maintenant à 6-6, et nous allons entamer la 5e partie à -3, -3. Alors, -3, globalement, on sait qu'on va devoir être un peu plus agressif sur la vidéo et un peu plus prudent sur les takes. Hein. En gros, le principe, c'est que c'est grave d'arriver à -1, -3. Hein, Crawford. C'est important pour celui qui a le Crawford, c'est grave pour l'autre. Et c'est pas très grave d'arriver à -2, -3, qui est un 60-40. Donc les joueurs sont un peu incités à passer plus tôt pour ces considérations et donc à envoyer plus tôt aussi. Voilà. Ok. Mon adversaire tire 2 et 1 et fidèle à son style, il ne refuse pas le combat et joue 2 et 1 de la manière la plus agressive. Bien joué. 4 et 2, je frappe et je descends mon pion. 6-4, il réplique. Je double réplique. Il sort le 3. 4 et 2, j'ancre et je ferme le point. Tout est normal. Il me joue 4 et 3. Et là, je suis confronté à une question. Doit-on doubler? Doit-on doubler? Alors, vous voyez déjà ce que j'ai fait. Mais pourquoi l'ai-je fait? Alors, le score est une partie de la réponse. Hein, -3, -3. -3, -3, c'est pas 0-0, hein, au sens où de 0-0 match en 19 ou je sais pas quoi. C'est un score où, comme je l'ai dit, on doit être un peu plus agressif. J'aurais probablement pas doublé à un 0-0 ordinaire.
Mais là, je voyais les 6-1, 6-3, 3-1. Ou même peut-être léger, du type 6-2, gala. Enfin, gala. Je veux dire, mal rentré, quoi. Pas refermer le point, pas frapper au point 5. Mais principalement les jets qui frappaient ferme quand même. 6-3, 6-1, ce genre de choses. Et je me disais, ça fait quand même 8 jets qui ferment le point. Après quoi, je pense que les noirs auront un pass. À peu près quoi qu'ils jouent. Même le backgame As-3 ressemble à peu près à rien. Il n'y a pas de timing, il n'y a rien. Et voilà. Et si je fais passer Joker là, j'ai tout de même une position très saine. Avec une meilleure course, avec le point 20 pour me défendre, une porte en plus, etc. C'est un de ces cas, c'est la loi de O'Hagan pour ceux qui connaissent, où il y a un certain nombre de séquences où on est vraiment très bien, même si c'est pas beaucoup de séquences, et d'autres où on n'est jamais très mal, voilà. Et ça suffit pour envoyer. Voilà. Ça a combiné au score. Okay. Donc j'ai doublé, c'est un borderline double no double, mais je suis content d'avoir doublé, personnellement. Ok. 3-2. Je frappe, je fais le point, c'est assez clair. Espérons qu'il ne fasse pas 1-5, il en fait 2. Et le voici qui reprend du poil de la bête. Mais bon, même là, je suis encore ok. 4-6, j'ai décidé de frapper au 5, on ne le laisse pas faire le point 5. 6-2, il me refrappe pas, il ne refrappe pas toujours. Hein. 4 As, je frappe, je ferme. Voilà, je commence à me dire, je suis content d'avoir doublé, tout va bien. Bon. Il refrappe avec énergie. Je fais mon gala. 6-3. 4 et 3. Qui ferme le point. Et il slot au 10. Alors apparemment 6-3 était meilleur, mais on lui en veut pas trop d'avoir joué ça. Je frappe. Il refrappe. Je refrappe. C'est moi qui ai le meilleur board, hein, donc je suis très content de ce genre de séquence. Il refrappe. Je frappe et cache. Et on a un backgame. Mais on a eu beaucoup de backgame quand même dans ce match. Hein. C'est pour ça que je disais que c'était un match de folie. Hein. Comme mon adversaire était d'accord à la fin du match. C'était assez sportif. 5-2, il circule. Il y a un backgame à peu près correct en plus. Hein. Il manque un peu de timing, mais pas grand chose. Hein. Double 2, je fais le point 9. Très important de bloquer cette porte en 22. C'est pas tellement qu'il veut partir hein, pour l'instant, mais si un jour on frappe quelque chose, il recirculera en allant sur le 3, puis en faisant un 6, etc. etc. Donc on est toujours content de primer ce genre de truc pour empêcher ce principe de recirculation qui ne manque pas de se présenter sinon. Ok, 4-2, il attaque. Et il ferme, ok. Gala. 6-2. Ok, bon, l'ordinateur conseille de mettre des pions en prise en jouant 4-2, mais bon, ok. On critique pas notre adversaire pour ça. Certainement pas. As-2, je frappe. Il n'y a pas trop le choix. Des fois, il faut pas frapper, mais là, bon. 3-6. Il fait 3, il fait gala. Il n'a pas de 6. 2-1, je circule et je contrôle. 5-4, il circule, c'est un bon tirage. 6-4. Ouais, alors là, c'est un des coups que je regrette dans ce match. J'avais pas envie de frapper. Et j'ai fini par frapper quand même en me disant oui, je frappe, il revient derrière, il a du mal à recirculer. Bon, ce qui est qu'à moitié vrai. Il y a tout ça qui bouge. Il faut jouer simple. En fait, le type a pas assez de timing. On peut jouer positionnel, cacher nos pions comme ça. En plus, c'est bien de sortir le pion du point 24 là, qui peut devenir une faiblesse, qui peut ne pas arriver à sortir, de manière élégante, agréable, tout ce que vous voulez. Et donc cette frappe, c'est mal joué. En plus, j'ai pas mal travaillé ce genre de thème de frappe ou pas frappe dans les backgames, et
C'est typiquement une position où il ne faut pas le faire. On a une très bonne structure. Lui a une mauvaise structure, il n'a pas de timing. Voilà. On est sur des trucs de long terme. Bref. C'est pas bien joué. 4 As. Il circule. Je frappe. Alors là, même chose, c'était mieux de pas frapper, mais c'est déjà un peu moins clair parce qu'on est sur des finesses. Si je veux dire, j'ai pas une structure aussi agréable que le coup précédent. Il a déjà un pion là qui circule. Bon, c'est pas évident. C'est pas évident. En fait, je me rappelle pourquoi j'ai frappé en particulier, c'est que je le voyais tirer des 2 et 4, des mauvais trucs, des AC5, des 3 et 5, où il allait être obligé de jouer des mauvais coups avec son point 18. Et je me disais c'est une bonne chose. Donc bon, le meilleur coup apparemment c'était sortir au 18. Bon, je m'en veux un peu moins que pour le coup précédent. 5-2, 5-2, ok. Il circule, je circule, nous circulons. Alors là, c'est la réciproque, il ne devait pas frapper apparemment. Il a joué 22-15. Pour conserver son timing, il est un peu limite au niveau timing, il a 67 de retard, donc il est juste à ce qu'il faut, donc s'il commence à frapper, il perd du terrain, hein, ou il gagne du terrain, ce qui est mauvais pour lui. 5-4, je circule. Il circule en laissant tout en prise. Je laisse moi-même tout en prise. Enfin, tout en prise. Je laisse des trucs en prise. 5-2, il prépare les portes. 5-3. Ouais, ça c'est un coup intéressant. Je décide de laisser la frappe en 6. Alors, en fait, ma réflexion n'est pas très complexe. Hein, c'est que mettre un pion en as, c'est jamais terrible. Et de plus, il va bien falloir que je libère le point 13. Au prochain coup, il risque de fermer un point. Et ça pourrait s'avérer pire que de laisser tout de suite. Hein. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. En plus, je suis pas content d'empiler un pion là et de mettre ce pion au point As qui va dévaloriser tout mon jeu. J'étais bien plus content de garder une structure un peu diversifiée. Là, s'il frappe pas, je suis très content. S'il frappe, c'est pas un drame. Si c'est dupliqué en plus, j'aurais toujours au moins un return shot et probablement 2. Même s'il fait 6-3, j'aurais pu rentrer en 5 et tout va bien. Hein. Donc voilà, c'est assez logique de jouer comme ça. 3-2. Voilà, alors. Bon. Il semblerait qu'il devait jouer comme ça. Bon. Et ça aussi, c'est dur. Double 6, un égal là. 5-3. Il s'en va, bien joué. Évidemment, il ne faut pas écraser son board. Hein. Double 5. Alors, double 5, c'est pas terrible, on n'a pas le choix. On s'écrase. Ouais. Et alors là, j'ai tiré 5-2. Alors 5-2, c'est un coup vraiment crucial. C'est un coup vraiment crucial. Il n'y a que 2 coups légaux. Donc au moins on sait sur quoi discuter. Le coup le plus logique, le premier coup qu'on voit, c'est de jouer 2 et 5 au point As. Mais alors on se dit, ça laisse des mauvais 5. Il y a quand même quelques 5 qui vont me poser problème. 6-5, 5-4, ou encore 5-3. Bon. Tout ça, c'est pas bien. Et donc, on se dit qu'on peut résoudre le problème en enlevant la porte. Comme c'est un coup que tous les joueurs, qui ont une certaine expérience du backgame, vont envisager libérer la porte. C'est un coup thématique, c'est souvent un bon coup dans ce genre de truc, mais après, c'est très concret. Faut voir concrètement ce qu'on laisse, etc. Et j'avoue que j'ai assez mal analysé. En fait, j'ai pas vu la moitié des mauvais jets que je laissais. En fait, en enlevant le point 6, on résout quelques problèmes, c'est vrai. Y compris des problèmes de long terme de libération du point, machin. Mais si on compte maintenant les mauvais jets qu'on laisse à contrario, et qu'on n'aurait pas laissé dans l'autre cas, vous avez 6-2. Pas de 2, donc on va les mettre là. Double frappe direct. Sachant qu'il va fermer. Hein. 4-2. 5-2, ça va. 3-2. Obligé de laisser une frappe. Voilà.
Alors le 4-As il était déjà de l'autre côté, donc ça change rien, puisque 4-As était déjà là. Voilà. Donc ça fait déjà 2 jets de plus, hein, 6-2, 4-2, 3-2, 5-1 contre 6-5, 5-4, 5-3. Mais on peut aussi voir une chose, c'est qu'on est impair. Alors on va me dire impair, je vois pas le rapport avec la position, c'est pas grave, c'est pas un truc abstrait. Mais si on tire double 4, tiens, j'ai de plus. Si on tire double 4, on verra la différence. Et tous les jets qui permettaient d'éclairer ce point, à savoir double 4, mais aussi double 3, double 2, qui dans cette position seraient des énormes jokers, deviennent des coups... alors, bon, si on tire double 2, on va pas pleurer, hein. Le 3 non plus d'ailleurs, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et si on tire double 4, au lieu d'avoir un joker pas gagnant parce qu'il y a encore des points libérés, mais quelque chose qui arrange clairement notre position, on a un truc qui laisse double frappe direct. Hein. Donc voilà, c'était mal analysé de ma part. Dans une position où... comment dire, c'est pas un coup simple au sens où il faut réfléchir, mais c'est pas un coup si difficile non plus au sens où il suffit de compter en fait. Hein, les avantages et les désavantages, vous les prenez, vous comptez le nombre de jets, et vous avez déjà une bonne intuition de ce qu'il faut faire. Bon. Bon. Libérer le point 6 est thématique et faux. Voilà. Ok, grosse erreur de ma part, et ça fait quelques erreurs dans cette partie qui sont évitables. 4-2. Il fait le point, il n'y a rien de spécial. 6-1, je tourne. Double 3. Il est forcé de concéder quelque chose. Il va au point 19, c'est bien joué. Il peut aussi courir avec un seul. Les deux sont ok. Il a décidé d'aller au point 19, c'est bien. 4 As. Alors la 4 As, c'est presque la même question. Hein. Faut-il laisser la frappe tout de suite? Ou faut-il éclairer ce point? Bon. C'est très très compliqué. Il y a des arguments des deux côtés. Alors il y a l'argument du côté de la libération du point, c'est que ça libère le point et que ça laisse pas de frappe tout de suite, ça c'est facile. Et l'argument de l'autre côté, c'est quand même, en faisant ça, on arrange pas mal de choses parce qu'on a des points d'atterrissage pour ces pions. Avec l'autre G, on va quand même laisser plein de trucs dans les phases ultérieures de la partie. Voilà, si on tire 6-5, au prochain coup, ça fera une différence. Hein. Si on tire, je sais pas moi, 3 et 2, que sais-je. Bon. Et je parle pas seulement du prochain coup, mais des 3, 4 prochains coups. Hein. Ça sera pas si mal d'avoir une structure si on n'a pas été frappé. Donc c'est très difficile. J'ai décidé de mettre le pion en prise. Alors les rollouts confirment que c'est ce qu'il fallait faire. C'est un coup tellement difficile que l'ordinateur change d'avis entre le plus, le rollout. Bon, voilà. Mais il se trouve que c'est ce qu'il faut jouer. Bon. Il m'a raté. J'ai fait le 3. Il m'a re-raté. J'ai encore fait le 3. Il m'a re-raté. J'ai fait 5 As. Dernière chance, monsieur. On ne rate pas la dernière chance. Bon. Double As. C'était peut-être pas la dernière chance. Alors double As, c'est évidemment un joker. Hein. Évidemment un joker. Alors, il n'y a pas trop d'hésitation parce que si on décide de washer comme ça, il est clair que si on fait pas le 6, on va avoir des problèmes avec, par exemple, 5-4, par exemple 4-2, et même des coups comme 4 et 3 qui laissent rien objectivement, eh bien, sont pas très agréables à jouer parce qu'on est obligé d'enlever une porte. Etc. Alors qu'en faisant le pick and pass comme je l'ai fait, alors bien sûr il faut frapper le deuxième, il n'y a pas de question là-dessus puisqu'on veut gagner du temps pour faire les 6, etc. En jouant comme je l'ai joué avec le pick and pass, on a moins de mauvais jets au prochain coup. Hein. Bon, voilà. C'est assez simple. 4 As, j'encaisse mon 4 As. Notez qu'avec si j'avais joué l'autre, le wash, ça aurait été moins bon. Mon adversaire rate un redouble. Bon. On le pardonne, la position était extrêmement compliquée.
il fait gala, je tire 6-4, je m'en vais, il tire 2 et 3, il sort enfin, et il me contrôle méchamment. Et là, je tire 3 et 2. Alors ça, c'est un coup critique. C'est un coup critique qui demande des réflexions et auquel j'ai pas assez réfléchi. Très franchement. En plus, j'avais déjà eu des positions similaires que j'avais analysées en détail et je m'en rappelais pas tout simplement au moment de la partie. Mais ouais, en fait, si vous planquez tout comme je l'ai fait, je le dis sans aucun suspense, pardon. Si vous planquez tout comme je l'ai fait, eh bien, bon, vous laissez quelques G tout de suite, 9G, 7G, pardon, les 8 et double 6, 7G. C'est bien joli, vous laissez 7G tout de suite, et vous allez relaisser quelque chose le coup d'après, très souvent. Parfois des doubles frappes, parfois des simples frappes, etc., etc. Bon, ça c'est peut-être déjà suffisant pour faire pencher la balance en fait. Mais en plus, on a une très mauvaise structure, dans le sens où il n'y a aucune souplesse. Et donc si on s'amuse à tirer un joker, on n'est pas frappé, imaginons, on tire 6 et 3. Ou même 6 et 4. Bon. Mais 6 et 3, c'est vraiment la caricature. Vous voyez bien que ça va être très difficile de jouer par la suite. Avec 3 pions là, 2 pions là, 2 pions là. Imaginez que ce pion arrive là. Et même 6 et 4, on n'a aucune souplesse. Donc on va être forcé de jouer les coups. On a tout de suite 6-3, 5-3, 4-3 qui sont mauvais. Double 6, double 5, double 4. Pas double 3, non, mais presque. Et si par miracle on fait 6-5, on enlève le truc, on a de nouveau l'impéritude 6-5, 5-4, 6-5, etc. Donc en un mot commençant, ces deux pions sont importants. Alors, est-ce à dire qu'il faut jouer ça et laisser 18 G, c'est-à-dire la moitié des frappes, la moitié des G qui frappent immédiatement? Bon, c'est déjà meilleur que de planquer en fait. C'est déjà meilleur que de... Je retrouve pas le coup que j'ai joué. C'est déjà meilleur que de planquer tous les pions. Bizarrement. Comme si par un principe bien bête, laisser 7G tout de suite, plus 12G au prochain coup, plus 5G dans 3 coups, ça faisait plus que 20G d'un coup. Que 18G d'un coup, pardon. Bon, je le dis de manière un peu grossière, mais je pense que c'est aussi simple que ça. Bon. Jouer au point 9 et 118G, c'est déjà mieux. Mais encore mieux est de frapper. Ne laissant, ici, que 11 plus 6, 5, 13G. Alors vous allez me dire, si on est frappé, on est gammon, c'est pas bien, voilà. C'est vrai, mais encore faut-il qu'il frappe. Encore faut-il qu'il frappe. Et s'il frappe, on a toujours tendance à surestimer ce genre de séquence en fait. Mais il faut qu'il frappe. C'est pas gagné. Donc il y a que 11G, je vais pas compter le 6-5 en l'occurrence, sinon on n'attrape pas celui-là. Il y a que 11G, donc un tiers des G. Il faut qu'il attrape le deuxième. Et après, il faut qu'il fasse gammon. On vous devez connaître par cœur gammon que 2 hommes à la barre contre board fermé, c'est 40% de gammon. Bon, le board n'est pas fermé. C'est une porte ouverte. Bon, moi non plus, j'ai pas un board fermé. Donc, si on fait ne serait-ce que un tiers fois un tiers, un neuvième, bon, de gammon. Ça a l'air d'être une estimation un peu grossière, mais bon, c'est assez réaliste. Il faut pas imaginer qu'on va être gammon tout le temps parce qu'on a frappé au point 2. Voilà. Bon. Ok, ça laisse 13G, donc c'était un jeu supérieur à ce que j'ai joué, qui était facile à trouver. Et le meilleur G, le meilleur jeu, c'est carrément de jouer 3 et 2. Un coup un peu finaux, qui ne laisse que le 5, donc seulement 11G et non plus 13, qui en plus résout des problèmes, puisque dans cette variante, on a des problèmes pour couvrir le 2, pour en fait libérer le 5, ce genre de choses, surtout couvrir le 2.
et éventuellement planquer celui-là, s'il tire, je sais pas moi, un 6, je sais pas quoi. Alors que là, s'il nous rate, s'il fait galant en particulier, eh bien, on est à peu près sûr, à moins de tirer le malheureux 6-5, on est à peu près sûr de pouvoir planquer ce pion. Donc c'était meilleur à tout point de vue. À tout point de vue. Voilà. Donc c'est une très grave erreur de ma part de faire tourner ces deux pions. C'est un coup très très mal joué. Voilà. Cette 5e partie était ma plus mauvaise du match, du tournoi, de mon existence. tout ça. Ok. Donc il a raté. J'ai tiré 5-2. J'ai fait une nouvelle imprécision. Enfin une nouvelle erreur, on peut dire le mot. Puisque je pouvais dupliquer le 3 comme ça. Celui-là par contre, autant l'autre j'ai pensé à rien, autant celui-là j'ai joué très vite. C'est encore plus grave. J'ai joué très vite et après avoir joué, je me suis dit merde, j'aurais pu dupliquer le 3. Ça m'a pris une seconde de le voir. Mais j'avais déjà joué. Donc voilà, mal joué. Et il finit par me punir par 5-2, gala et redouble passe. Et je suis mené 8-6 et je peux m'en prendre qu'à moi-même. 8-6 Crawford. Et nous passons à la partie numéro 6. Alors très important, 8-6 Crawford, c'est un score où le gammon n'a aucune importance. Qu'on arrive à 8-7 ou à 8-8, il ne restera qu'une seule partie à jouer, attendu qu'en cas de 8-7, on va doubler au premier coup de la partie. Et donc, dans tous les cas, tout se jouera dans la suivante, si suivante il y a. Voilà. Donc, le jeu va être à peu près identique à ce qu'on ferait à DMP. Hein, donc à 8-8, à -1, ce que vous voulez. Donc c'est très important de son point de vue. Il ne doit pas chercher à être excessivement prudent, mais du mien aussi. Je ne dois pas rechercher le gammon dans une position où je devrais prendre quelques risques pour le faire, etc., etc. Une petite exception, c'est si on se trouve en présence d'un possible backgammon qui me permettrait de marquer 3 points. Là, je pourrais changer mon fusil d'épaule, mais c'est assez rare et assez lointain pour que ça joue pas dès le début de la partie. Alors, on ouvre par 6 et 3 et on joue le coup normal. Donc 18-10. Double 3, il fait le point 7 bien sûr en frappant. 6-5, le 5 est forcé et le 6 par élimination ne l'est pas beaucoup moins. Il frappe et il split. As-3. Alors il n'y a pas vraiment de décision dans le sens où faire le point 10 est plutôt une bonne chose, hein, surtout qu'il était attaqué, il était à 6 de distance du pion point 21. Donc on peut pas trop imaginer autre chose. 6-4. Alors là 6-4, mon adversaire a décidé de faire le point 2. Et il y a beaucoup d'arguments pour plutôt sortir. Hein. Le point 2... justement, ça serait un coup intéressant, un score où il rechercherait le gammon. Hein. Il fait une porte, etc., etc. Mais à long terme, le point 2, qui dévalorise la plupart des primes, c'est pas une très bonne chose. Et voilà, on avance à la course, on a plutôt envie de partir. De manière générale, le jeu d'IMP est assez caractérisé par les primes et la valorisation de l'avance à la course. Hein. Tout ce qui est structure long terme. Bon. On n'a pas trop envie de se commettre à des blitz, à des choses comme ça. Voilà. Donc le point 2, petite erreur de la part de mon adversaire. 6-5, alors 6-5, on voit qu'on manque un peu de 6, donc on frappe de manière obligatoire au point 4. Et après, on a une décision avec le 5. Là, on peut bien sûr jouer 13-8 et obtenir cette position. Mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui frappent. 4, bon, double 5, 5-3, double 3, 2-3, As-3, double 2, double As. Ça fait quand même pas mal de choses. Et du coup, c'est intéressant de frapper. En fait, en frappant au point As, on protège notre blot au point 4. C'est un concept un peu complexe. Et on l'empêche de tirer des choses qui font aussi une encre avancée par... Bon, là, il n'y a pas trop de tirage, mais d'une manière générale.
Et en fait, l'idée c'est que même s'il fait un as, on a encore la possibilité de fermer le point 4. C'est assez intéressant. Et mettre 2 hommes à la barre, bon, ça l'empêche de tirer des choses sympathiques. Alors il tire 5 et 2. 6-5 bien joué de ma part. Il tire 5 et 2. Forcé. 6 et as. Alors bon, je dois couvrir avec le 6 et frapper avec l'as. Alors, il y a une alternative. Donc je vais jouer comme ça. Il y a une alternative qui laisse moins de frappe, c'est le pick and pass. Mais clairement, on n'a pas envie de laisser... de faire le point as plutôt que le point 4, ça paraît déjà un peu bizarre. De surcroît, on le laisse ancrer au point 5 éventuellement. Ou frapper en 10. Bon, je pense que c'est moins bon à tout point de vue. Hein. Même si on laisse plus de frappe là. Encore une fois, la frappe en as, c'est pas si grave. Hein. La frappe en 5 nous embêterait un petit peu, mais au moins on aurait fait une structure appréciable et qui jouerait jusqu'à la fin de la partie. Si on fait le point as, ça risque de nous handicaper dans plein de variantes. En fait, si on se fait ramener un point derrière, ça sera important d'avoir le point 4 et pas le point as. En gros. Il fait gala. Magnifique. Et tout roule. Je fais le 5. Il refait gala. 5-3. Je m'enfuis. Bon. Il n'y a pas trop d'alternatives. Descendre les deux, ce serait évidemment une erreur. Hein. On se retrouve avec 5 pions là, enlever le midpoint, avec ces 2 pions au point 24 qui bougent pas. Voilà, faut saisir l'occasion de sortir. Et par élimination, il y a de toute façon rien d'autre. 5 as, il me double frappe. Bien joué. Alors là, c'est forcé. Le 5 est pas totalement évident. Mais une fois qu'il s'est commis avec le point 2, justement, à s'engager dans des choses qui ressemblent à un blitz, c'est assez logique de jouer comme ça. Hein. Alors, je rentre avec 5 as, tout va bien, je refrappe. 4 et 3, il fait un peu ce qu'il peut. 6 as, je fais le 7. Alors, faire le 7, bon, ça permet de faire la prime de 5. Vous voyez que, bon, le pion au point 3 est bloqué, mais plus encore le pion au point 2 et le pion au point 24 et 23, si je veux parler correctement, sont bloqués, auront du mal à passer la prime. C'est beaucoup plus important que les blots que je laisse là. Bon, il me frappe et après, moi, je rentre comme je veux dans ce gruyère, alors que cette prime de 5 va rester là jusqu'à la fin de la partie. Et quand bien même il ferait le point 22, eh bien, il aurait du mal à enjamber ma prime agréablement. Et il n'y a qu'à regarder comment jouent les 6 de son côté. Bon. Pour l'instant, il y en a un qui sort, mais comment joueront les 6 de son côté, comment jouent les 5, ça va être délicat. Ok. 6-2, il sort et il me frappe. Bonne recherche de contre-jeu. Encore une fois, important de comprendre que le gammon n'a aucune importance. Hein. Bon, peut-être que même avec du gammon, il faudrait jouer comme ça, mais en tout cas, il n'a pas peur de jouer le coup d'IMP, le coup qui cherche à gagner. Peut-être qu'à notre score, on aurait dû ancrer et frapper au point as. Probablement. Ok, 3-6. Le 3 est forcé et le 6, ma foi, fait une jolie ancre. Il frappe et ferme. 4 et 2. Alors, 4 et 2, c'est intéressant. Le 4 est forcé. Et au point 21. Et le 2 est discutable. Mais on peut jouer comme ça. Je pense que c'est le coup naturel de plein de joueurs. Mais dans un futur prévisible, il va faire le point 7. Probablement tout de suite. Ou même parfois le point 4. Et là, on aimerait bien être au point 22. Dans le cas où il fait le point 7, ça nous permettra de sortir. Et dans le cas où il fait le point 4, ça nous permettra d'ancrer sur le 3. Et on n'aime pas rester au point 24 avec un pion. Et jouer 8-6, alors ça améliore un petit peu la position, mais ça n'a aucun bénéfice concret immédiat. On peut parfois faire des 3 pour aller frapper un truc qui serait venu ici. Mais c'est plus urgent de sortir ce pion. Clairement. Ok. 4-2. Il fait le point 4. Bien joué.
Faire le 7 est évidemment beaucoup moins fort, hein, ça laisse beaucoup de frappes. 3-2, je réalise mon plan en ancrant. 4-3, il fait un peu ce qu'il peut. 12-8, c'est assez logique. 7-4, il laisse aucune frappe. Voilà, mais nous on a notre prime de 5, on est très bien. Voilà. Et, pardon, on tire 2 et As. Alors 2 et As, la question se pose en fait, est-ce qu'on joue un coup qui laisse des choses en prise, comme ceci par exemple, ou comme cela, ou est-ce qu'on casse la prime par exemple par 7-6, 8-7, 8-6 pardon. Alors c'est pas entièrement évident à première vue, parce qu'on se dit c'est quand même grave de se faire frapper, blablabla. Mais en fait non, c'est pas si grave. Hein. On va ressortir ou pas, faire gala. Mais de toute façon, après avoir frappé, il faut qu'il fasse un As, il faut qu'il fasse un 2, il faut qu'il fasse 2 x 6. Ça prend beaucoup de temps. Hein. Et donc on a le temps de sortir un pion, même 2. Hein. Et de refaire le tour. Non pas qu'on soit vraiment content d'être frappé, mais c'est moins grave que de casser la prime et de le laisser sortir. Et bon, s'il fait le 6 ou même 2-5 ou As-5 ou je ne sais quoi, ça va être à nous de jouer. Au prochain coup, on aura un problème similaire et on relaissera un pion alors qu'on n'aura plus cet avantage de la prime de 5. Donc c'est très important de ne pas casser la prime, de conserver cette prime qui est vraiment notre atout dans cette position. En plus, on a une ancre pour se défendre contre les fermetures de board et ce genre de choses. Donc bon, il n'y a rien de dramatique, il n'y a pas vraiment de péril dans la demeure. Bon, entre les deux coups, il y a une petite réflexion à avoir, dupliquer le 2, dupliquer l'As. Dans un cas, on laisse double 2, dans l'autre double 1. Bon, on peut réfléchir à ce genre de choses. J'ai joué celui-là, bon, considérant que 2 et As et double As, c'était des tirages qui étaient très forts de toute façon, donc j'ai préféré dupliquer les choses de cette manière-là que de cette manière-ci, ou 3-1 est moins fort par exemple. Bon. Mais bon, c'est l'ordre du détail, l'important c'est de ne pas casser la prime. Bon. 3-2, il frappe et il vient au point 22. Alors c'est un coup très difficile, la double frappe était envisageable aussi, hein, pour me retarder un peu plus. Et apparemment, la double frappe était ce qu'il fallait faire, mais bon, c'est très très difficile. Je pense que j'aurais joué comme mon adversaire au point 22, c'est plus logique, mais bon, c'est un coup très difficile. J'ai fait gala, il a fait 6-3, justifiant son coup précédent, c'est pas juste. Encore gala, 2 et As, un méga joker, bien sûr, il frappe le deuxième homme tout en se mettant au pied de la prime. C'est la catastrophe, je fais gala. J'ai dit que c'était difficile de faire un 2, un As et 2 x 6 d'enjamber la prime, tout ça, tout en frappant mes pions. En fait, c'était pas si difficile, hein, il suffisait de le faire. Pendant ce temps, je fais gala. Voilà. Et en fait, ce type de séquence, alors évidemment, on la voit se dérouler, on se dit, c'est une grosse erreur, on a mis nos pions en prise, je regrette, etc. Mais en réalité, pour les amateurs de probabilité conditionnelle, multiplier la probabilité de frapper, la probabilité de faire le 2, l'As, les 6, la probabilité que je fasse que des galas pendant ce temps, etc. Et vous verrez que ce scénario, même si c'est le premier qui saute aux yeux, est pas du tout le plus probable. Hein. Probabilité conditionnelle, c'est un outil extraordinaire. Quand on multiplie des probabilités entre elles, on se rend compte qu'elles deviennent rapidement très petites. Hein. Vous avez une chance sur 2 de frapper, fois une chance sur 3 de faire un As, fois une chance sur... etc. Et ça représente rapidement des tout petits chiffres. Bon. Ok. As6, 6-4, As2, je fais mon backgame habituel. Il y a eu des backgames dans toutes les parties, c'est bien simple. Double As, bien joué, il laisse rien. Certains seraient tentés de faire l'erreur de faire le point 7. Alors, ce qui est doublement une erreur. D'abord, il laisserait des frappes indirectes. C'est un cadeau qu'il ne doit pas me faire. Et puis surtout, ce point 7,
ultimement, qu'est-ce qui va se passer? Il va rentrer le 12 et le 10, si tout va bien, et après, il devra libérer ce point. Et c'est un point qui sera difficile à libérer. Parce qu'il pourra tirer un 6-5, un 5-4, que sais-je, un double 5. Toute chose qui risque de me laisser des doubles frappes. Hein. De manière générale, contre les backgames, on n'a pas envie de laisser des portes qui soient à distance des deux portes, qui soient contrôlées par les deux portes, si vous voulez. On préfère garder le point 8, qui n'est contrôlé que par le point 3. Dans le pire des cas, on laissera une simple frappe, et moins couramment en plus, que le point 7, où on risque de laisser une double frappe. La seule idée, ça serait de m'empêcher de sortir. Ça serait intéressant si j'avais un pion, par exemple, au point 24, un checker qui voudrait circuler, mais là, c'est pas le cas. Si on regarde la position, est-ce que j'ai vraiment envie de sortir? Est-ce que j'ai envie de faire un 6 ou un 4 et de casser une de mes deux portes? Pas du tout. J'ai envie de les conserver jusqu'à la fin. Hein. Par conséquent, il faut pas me bloquer, ce qui bloque rien du tout en fait. Il faut se sécuriser et ne surtout pas faire le point 7. Donc très bien joué de la part de mon adversaire, une fois de plus. 4-1, je fais le point 3. 4-2, il enlève son point 8. Alors là encore, c'est une petite erreur. C'est des choses qui sont pas faciles à comprendre. Enfin, qui sont faciles à comprendre, mais pas facile à avoir par l'intuition. On se dit on libère une porte et puis au pire on laissera que des indirects. Bon, c'est super. Cependant, d'abord on risque de laisser des indirects et c'est pas rien du tout. Je vais fermer le board et j'aurai probablement, admettons qu'il tue, je sais pas moi, un 6-2 ou quelque chose comme ça. J'aurai 6-1, 5-2, 4-3 et 6-3. Ça fait quand même beaucoup de G. Hein. Ça fait 8 G. Pratiquement une chance sur 4, c'est beaucoup. Et en fait, en jouant l'autre, il y a quelque chose qui est pas immédiatement visible, c'est qu'il tue les 5. Il n'y a pas de 5 à part As-5. Hein. Et par conséquent, il a d'autant moins de mauvais tirages. 6-5 laisse pas de frappe, par exemple. Hein. Et les 5 étant tués, il aura moins de mauvais tirages, non seulement maintenant, mais aussi au prochain coup. Hein. Je veux dire, quand il aura enlevé le troisième pion du point 8, s'il tire 5-2 par exemple, il pourra jouer 6-4. Hein. Donc il aura moins de mauvais tirages. Voilà, donc petite erreur de technique de sa part. Double 2, je m'étale, donc je fais le point 3, je prépare la porte au point 2. C'est important évidemment de faire son board pour le cas où on aurait une frappe. 5-3, il joue dans son board, pas le choix, le 5 est forcé. 6-4, je rate mes 8G. 6-4, il sort un pion. 6-4. Alors évidemment, pas évidemment, mais comme on l'apprend assez tôt quand on commence à étudier backgame, il faut mieux garder la porte la plus profonde. Hein. Ça serait une très 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 grosse erreur de partir du fond. Alors pour deux raisons. D'abord, elle contrôle mieux, c'est celle qui va rester le plus longtemps ici. Et en plus, elle est plus facilement attaquable. Vous voyez qu'il y a 4 pions qui pointent vers cette case et qui menacent de la faire. Tandis que là, il n'y a que 3 pions. Mais le plus important, c'est pas tellement ça, c'est que la porte au point 24 offre un meilleur contrôle. Le pion au point 22 offre un contrôle qui n'est pas négligeable du tout, qui n'est pas absolument équivalent à celui d'une porte, puisqu'on peut se prendre 3-1, double 3 ou je sais pas quoi, mais qui est quand même pas négligeable. Hein. Imaginez qu'il tire, je sais pas moi, 6-5 suivi de re-6-5, la double frappe serait pas du tout à négliger. Hein. Bon. Donc voilà, important de garder la porte du fond et ce pion ici. Donc, surtout pas sortir du point 24, mais pas non plus, même si ça serait un peu moins grave, sortir les deux. Parce que des fois on se dit, il pourrait tirer 3-1. Oui, mais s'il tire 3-1, il est très bien de toute façon, que vous ayez laissé les pions ou pas. Ça change pas grand chose en fait d'avoir un homme à la barre ou pas. Ok, bon. 5-2 il sort, 5-3 je rentre, 6-3 il a son mauvais jet. Si c'est forcé, 3 est peu ou pro forcé également. Il frappe, donc ça laisse moins de frappe de frapper que de jouer 5-2, bien sûr. Hein. AC5, c'est un mauvais jet, bien sûr. Je suis forcé de casser mon board. Très désagréable, j'aurais préféré faire gala. Double 3, I sécurise tout. 6-1, j'amène mon pion. Alors évidemment, j'enlève pas le pion du 6, hein, puisque j'espère venir le fermer un jour pour avoir un vrai board dans l'éventualité d'une frappe.
On se raccroche à ce qu'on peut dans ce genre de position. Mais il n'y a pas particulièrement de désavantage à le laisser là. 6-3, il sort des pions. 6-3, j'amène mon pion. 5 As. Je rate la frappe. Bon, 5 As, il était forcé de laisser une frappe. Je rate la frappe une première fois. 5 As. 4-3. J'amène ici pour construire mon board. 4-3. 5-4. Je refais le point 6 et j'espère qu'il tire un As, bien sûr. Alors certains seraient peut-être tentés de faire une terrible erreur avec quelque chose comme ça, par exemple, pour garder un 6, en se disant je veux pas partir au prochain coup, tout ça, ce qui est pas idiot comme idée. Cependant, si tire un As, qui est quand même le scénario que j'espère, j'aimerais bien avoir un board. Déjà que je vais pas être favori pour gagner, sachant qu'il a sorti plein de pions. Si en plus j'ai pas de board pour le retenir et qu'il peut gagner en faisant un 6, voilà. Donc il faut se concentrer sur les chances de gain réalistes, à savoir celles où il tire un As. Et par conséquent, je concède le fait qu'au prochain coup je pourrais tirer un 6, hein, c'est la vie. Mais j'espère qu'il tire l'As tout de suite et que je puisse moi-même tirer un As et gagner. Mes chances de gain commencent à être très petites de toute façon. 2 et As, et voilà. Le match est terminé. Je serre la main de mon adversaire, je lui dis bien joué, et je suis éliminé du tournoi. Bon, c'était un match vraiment difficile, mais difficile signifie souvent intéressant. Donc, je suis assez content de vous l'avoir partagé, je suis assez content de l'avoir joué également. Et bien sûr, quelques erreurs graves des deux côtés. Mais c'est pas vraiment possible d'éviter les erreurs, hein, surtout dans ce type de partie très compliqué. Et c'est même pas possible d'éviter les grosses erreurs, en fait. Hein. Il y a qu'à voir. Prenez des parties de Mochi, et bien lui-même fait des erreurs très importantes. Bon, donc il faut pas non plus trop se flageller. Et bon. Il y a des choses que j'aimerais améliorer, il y a des choses que je regrette, notamment sur la 5e partie où j'ai fait pas mal de fautes. Cependant, je pense que d'une manière générale, le niveau de jeu a été assez correct compte tenu de la difficulté des parties. Voilà, j'ai réussi à gagner la note contre un joueur quand même de très bon niveau. Et même si j'espère faire mieux, et même si j'aurais espéré gagner, on va dire que c'est pas un résultat dont j'ai trop à rougir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'elle aura été enrichissante, que vous aurez appris des trucs, que vous aurez apprécié ces parties un peu olé olé. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre des commentaires, tout ça. Et je vous dis à la prochaine. Et surtout, ne faites pas trop de blunders.